ça c'est une localité, soit c'est un département, soit c'est une région dont on ne connaît pas les limites, la Guyenne, la Gascogne, bon. Ça, c'est de ma faute, hein. C'est les cartes à partir du 17e, 18e Et donc, siècle. on s'est senti obligé de commencer par montrer ça, parce que l'idée, donc là, on va faire du web mapping, de la cartographie interactive, donc c'est pas seulement un lecteur qu'on aura en face, c'est un utilisateur. Et donc, on voudrait déjà mettre tout de suite dans l'ambiance notre utilisateur en tant que géographe. Enfin, elle n'est pas géographe, mais plutôt qu'elle bosse avec nous, elle en a mis défaut maintenant. Et donc, prévenir l'utilisateur, et pas le lecteur, hein, j'insiste, c'est un utilisateur qu'on voudrait avoir en face. Des problèmes qu'on a eu, représentés sur une même carte, on ne fait pas ça normalement, sur une même carte des choses d'échelle différentes. On fait plusieurs cartes, et l'œil, il faut faire confiance à l'œil et le cerveau derrière va lui associer ce qui est au même endroit, il va s'en rendre compte. Mais là, la contrainte, c'est de mettre tout ça sur une seule carte. Donc le problème des données qu'on a, c'est que donc il y a différentes échelles et qui s'enchevêtrent, qui se superposent, et donc on a choisi de présenter cette première carte où justement on a superposé toutes les échelles. Donc là, il faut rappeler que c'est pour les 3 sources. En plus, voilà, on va voir, mais c'est en dessous ça où on a les sources. Pas pour celle-ci. Pas pour celle-ci. Là, c'est tout. Donc là, on a voulu montrer directement, et à la rigueur, ça serait la première à montrer finalement pour prévenir notre utilisateur qu'on mélange des choses que normalement un géographe ne mélange pas sur un même support. Et donc là on a choisi de représenter avec de la transparence, la superposition, donc plus c'est foncé, il manque encore la légende, hein, je vous dis c'est en construction, hein. Plus c'est foncé, plus il y a de couches qui se superposent. Mais on est en web mapping, vas-y montre un petit peu, on peut, donc naturellement là c'est plus foncé au plus sud, c'est foncé, mais plus ce sont des territoires qui ont des produits identifiés. Voilà, là pour l'instant c'est... Sur 3 sources différentes, pardon, excusez-moi, voilà, de 3 sûr, époques, la carte de Cadet de Gassicourt. La carte de Cadet de Gassicourt, qui est la première carte gastronomique de la France, donc on est au début du 19e siècle. Ensuite, la liste de l'APRA, des produits de terroir de l'APRA, et ensuite, on a pris quelque chose de complètement différent, la liste des produits Nos régions ont du talent, des magasins de Leclerc. Voilà. Donc l'idée était de mélanger plein de choses différentes. Donc plus c'est foncé, plus ce sont des territoires avec produits identifiés. Voilà, c'est ça. Et donc, pour aider, en plus là, comme on est en web mapping, on peut survoler chacun de nos territoires et il y a une surbrillance donc, qui affiche l'emprise du territoire en question et la petite fenêtre interactive qui nous dit combien il y a de lieux superposés pour aider un petit peu, c'est pas seulement la couleur qui va... Enfin, la couleur nous devrait suffire, mais comme on est en web mapping, on se permet en plus d'expliquer exactement combien il y a de lieux qui se superposent. On voit bien, donc là, on a travaillé sur la Grande Aquitaine, enfin, la nouvelle région Aquitaine. Cette carte, déjà, rien qu'à partir de 3 sources, montre évidemment dans la répartition au sein de l'espace aquitain. Enfin, elle montre la vraie Aquitaine gastronomique. Voilà. On voit qu'il y a quand même des... Pardon, Brigitte, c'était pour rigoler, parce qu'il y a ici Brigitte Monet, représentante de l'IRCA et donc de la région Poitou-Charentes. C'était juste pour vous taquiner. Et voilà, donc on voit, voilà, il y a des répartitions, des densités en fait, un petit peu. Voilà. Et donc là, on n'a pas encore beaucoup de données. Quand on va rajouter, je ne sais même pas si ce type de représentation sera le bon, parce qu'il y en aura tellement, ou alors il faudra faire des discrétisations, enfin on verra au fur et à mesure. Mais ça c'est vraiment un défaut des géographes, on voulait vous montrer que normalement on ne fait pas ça, et donc vous montrer où est-ce qu'il y a des choses qui se superposent, qui s'enchevêtrent. C'est intéressant aussi, ça pourrait être intéressant aussi pour le Roquefort, voir un peu tous ces territoires d'herbage, de climat, et donc ça peut être utile. La deuxième carte qu'on vous propose, c'est la même chose. On a gardé ça en fond, c'est peut-être un peu redondant, on a mis le même fond, mais là on a posé toute la donnée qu'on avait pour l'instant, mais toujours avec ce souci de montrer par 3 symboles différents ce qui était très local. Donc ça c'est le petit triangle avec la pointe vers le bas qui montre un point en vérité, hein. L'idée elle est là. C'est-à-dire un nom de ville généralement. En général c'est une commune. Ou un carré, alors là un carré c'est stable, c'est posé, c'est une région administrative. Ça peut être un département, une région, c'est quelque chose qui est reconnu administrativement. Et les croix qui nous montrent, donc là c'est la Dordogne, donc un département, ou là c'est la ville de Bergerac. Et la croix avec le troisième figuré qui nous montre des drôles de régions, des zones. Donc là par exemple c'est l'Adour, tel que nous on ne savait pas dessiner ça. On a demandé à Corinne, qu'est-ce que tu entends par Adour? Et donc on s'est arrêté à Tarbes, etc. Ça c'est l'estuaire. Donc toujours quand même avec ce que nous permet
de faire le web mapping, c'est-à-dire donc mettre en surveillance la zone concernée et des informations. On pourra rajouter des informations dans ces fenêtres. On va essayer de rajouter des informations. Donc à chaque fois qu'il y a un symbole, ça veut dire qu'il y a un produit associé, identifié à ce territoire plus ou moins précis. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Là, on a posé, voilà, à cet endroit-là, il y a quelque chose. Voilà. Et on ne sait pas s'il y a un ou plusieurs, c'est quand on a un point, par exemple. On verra pour les cartes suivantes. Après, on verra, on pourra l'affiner dans les même cartes. en web mapping, on ne peut pas tout mettre sur la même. Hein. Et après, de toute façon, Déjà, on a les fichiers, nous, on a les fichiers associés où il y a tout le détail sur des listings ensuite. Mais on va répondre dès... voilà. Là, Et donc là, on en peut plus, on est en interactif, on peut montrer les différentes sources. Voilà, donc On là, il y pourra a les montrer 3 plus de sources choses, et on peut faire des petit à petit. filtres. Sur le cadet de Gassicourt. Donc, voilà, eux, c'est que des localités, Cadet de Gassicourt, début 19e siècle, voilà les seuls produits identifiés. des villes. Voilà, peut-être des villes. on a le nom du produit, mais on n'a pas. Non, il n'y a Non, pas les pas, noms des pas produits. pour l'instant, mais Philippe les connaît par on cœur. mettra. Thierry de Nérac pour Nérac, Voilà, Agen c'est le pruneau, Périgueux c'est la dinde truffée, Angoulême Mais, c'est on va voir, la on va pâté de voir s'il perdrix. les connaît tous. Il les connaît tous, je vous assure, il a un collage. Montre quand même la phrase, c'est celle où on a le plus. Voilà. C'est là où il y a Ça le c'est plus. pour la PRA. Alors on pourrait encore renforcer. Jacques Bertin nous a expliqué que là, dans les variables visuelles, donc c'est notre pape à nous qui a défini la sémiologie graphique, choisir une forme différente et des formes bien différentes suffisent pour que l'œil puisse s'y retrouver. Mais on pourrait y mettre en plus de la couleur, être un tout petit peu redondant, mais pour aider le lecteur, utilisateur, on pourrait mettre à l'intérieur de chacun des symboles une couleur pour les triangles, une couleur pour les carrés, une autre couleur pour... Ça pourrait encore aller plus vite. Mais on va voir, là il faut qu'on ait plus de données pour vérifier si notre type de représentation est efficace ou pas. Troisième carte, en fait c'était celle qui était peut-être un peu attendue, c'est-à-dire les produits laitiers, où là on peut quand même choisir avec l'onglet le type de source. Et donc là, déjà, on sait combien il y a de produits à cet endroit-là. Voilà, ici, donc on a toujours pareil la surbrillance pour montrer quelle zone est concernée et le nombre de produits. On pourra y bien là les zones spécifier d'élevage les et de produits. production, Poitou-Charentes et Pays Basque quand même qui ressortent très clairement. Quand même, Alsace. Voilà. Donc ça, c'est un peu celle qui était attendue. Si on Et voilà. Ouais. Donc, on pourra améliorer tout ça. On va améliorer tout ça. Quatrième carte, moi, c'est celle que je préfère. Donc là, on a tout posé. Enfin, on a tout posé. Là, pareil, j'ai quand même choisi nous avons choisi de faire 2 cartes. Là, a priori, c'était on pensait au départ faire tous les produits alimentaires. Donc, Et on a c'est quand que- même c'est la différencié C'est que la nourriture Ouais. de boissons. Parce que là on a utilisé des symboles tous la même taille, mais c'est la couleur qui nous indique le type de produit. Sauf qu'on n'a pas fait la légende. Donc, On n'a fait aucune légende allez pour nous l'instant. expliquer C'est quand même beaucoup de développement derrière ça. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est Julie qui a tout Et fait. d'heures de C'est- réunion, de travail, et après surtout eux, Voilà, derrière c'est-à-dire leur qu'il faut écran. faire parler pour savoir. Une carte, ça sert à montrer une chose, pas deux. On fait une deuxième carte pour montrer une deuxième chose. Donc il faut que je fasse parler mes chercheurs. Qu'est-ce que tu veux montrer sur cette carte-là pour qu'on arrive, nous, à trouver la représentation qui soit adéquate. Donc là, c'est un même symbole pour tout, mais la couleur nous indique le type de produit. On a essayé de choisir pour l'instant, on Il y pourra a en tous les reparler. produits sauf les boissons. Parce que Voilà, ça, c'est la nourriture. Donc, c'est tous les produits alimentaires hors boissons de la liste APRA. Oui, pour simplifier, En de vin, la liste APRA. cidre, etc. Avec un type, voilà, on a pris une vieille façon de représenter les cartes d'inventaire en général. Quand c'est comme ça, que vous voyez tout sur une même ligne, c'est au même endroit, parce que naturellement, il y a plein de choses au même endroit. Quand c'est au même endroit, mais ça, on s'en rend compte quand on passe la souris. À chaque fois, il y aura le même espace qui est montré. Et là, on explique quel est le type de produit. Donc voilà, on a choisi de représenter sur une même ligne horizontale. Quand vous voyez les choses, c'est pas qu'ils sont proches, c'est que c'est le même lieu. Mais après, quand on aura plus de données, on verra si je pense pas, si ce type de représentation est le bon, parce que si ici j'ai la même chose, et puis que j'ai un autre lieu ici, ça va, on saura plus si c'est le même. Donc on va voir.
Alors, juste mais là, on peut montrer les petit catégories. mot parce que les produits, donc, il y en a de très variés. Il a aussi fallu qu'on réfléchisse tous les quatre. D'abord tous les deux avec Philippe, et puis ensuite, ils nous ont posé plein de questions qui fâchaient sur la manière de catégoriser aussi ces produits. Parce que derrière cette représentation cartographique, il y a une base de données avec, on a mis combien? 7 catégories. 7 catégories, hein, de la plus large à la plus précise, avec un niveau de précision qui doit être suffisamment clair pour avoir du sens, mais pas trop pointu non plus pour pouvoir être représentable cartographiquement. Donc il y a toutes ces réflexions-là qui doivent être menées, et c'est là aussi qu'il faut qu'on affine, qu'on avance. Mais bon, ça sort pas de moi. Et donc, tu peux monter la fenêtre là pour qu'on voit là le côté interactif, c'est de montrer le type de produit. Donc là, on a posé tout, mais quand on va montrer n'importe quoi, les viandes charcuterie, il me semble que c'est là où il y en a le plus. Là, en revanche, là, on voit directement par symbole proportionnel combien il y a de produits au même endroit. D'accord, pour chacune des catégories. En reprenant donc des couleurs qu'on pourra revoir, mais qu'on a essayé de faire un peu intuitive. Là, la charcuterie, c'est un peu dans les roses, les produits laitiers, ça va être dans les blancs, etc. Notre but à nous, notre rôle à nous, c'est de... Une carte, ça se regarde en une seconde. Les gens ne se donnent pas la peine ni de lire le titre et encore moins de lire la légende. Donc il faut essayer de leur faciliter la vie pour qu'ils aient envie, parce que nous, on n'a pas envie de faire juste un site carto où on monte des cartes. On a envie que ce soit pas un lecteur, mais un utilisateur qui fouille la donnée, qui essaye, tiens, là. Mais il faut quand même lui faciliter un petit peu la vie. Donc pour l'instant, on essaye, je ne sais pas si c'est vous qui nous le direz, si les couleurs choisies sont adéquates ou pas pour vous aider. Et donc, ouais, montre les produits laitiers, c'est quand même le thème. Bah, en fait, on l'a déjà vu. On l'avait, c'est celle qu'en fait, on avait, celle que je vous disais qui était attendue. Mais donc là, on passe pareil sur la zone, on a combien de produits sont situés au même endroit. Pâtisserie, on a mis du jaune doré. Voilà. C'est intéressant. Bordeaux, il y a Bordeaux, il y en a un peu. Mais à terme, il y aura la liste, hein. Quand il y en a plusieurs, on verra la liste, etc. Oui, on pourra faire dérouler la liste dessous. Oui, par oui, exemple, oui. ouais. On pourrait même, enfin, ça c'est la développeuse qui va... à partir de ce qui apparaît dans la fenêtre, je peux cliquer pour faire apparaître une autre fenêtre, etc. Faire fouiller l'utilisateur. Alors bon, là, il n'y a que 3 sources qui sont représentées. Évidemment, on est en train de nourrir ça. Thomas est en train de continuer de lister des sources, alors plutôt pour la période étudiée par Philippe, l'époque moderne. Ensuite, on va en lister d'autres pour l'époque contemporaine, notamment sur le long 19e siècle. Je pensais par exemple aux guides touristiques, géographiques, des choses comme ça. Bon, on va avancer là-dessus. L'idée, ce sera d'avoir finalement à des moments différents tout un tas de sources différentes pour étudier les thèmes, les éléments dont on a discuté hier et dont on discute aujourd'hui, c'est-à-dire ce lien du produit au territoire, la question de la dénomination, comment elle évolue dans le temps, est-ce qu'un même produit est associé à un même territoire au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, bref, donc voilà aussi tout ce que ça nous permet de montrer. Donc, finalement, la réflexion qu'on est en train de mener, une fois qu'elle sera en place, après, j'ai envie de dire que ça ira presque tout seul, même si on leur amène tout un tas de listes. Plus on aura balisé et posé de questions qui fâchent, plus finalement le travail se fera aisément après. Mais peut-être que là, vous avez des idées, des problèmes nouveaux à nous soumettre. D'autant que là, on n'a pas encore traité le temps. Oui. Il va falloir qu'on montre au même endroit ce qu'il y a eu avant, est-ce que c'est une évolution? C'est ça, le questionnement est à différents niveaux en fait. C'est un questionnement à la fois, il y a 3 niveaux de questionnement. Il y a le questionnement de la représentation aussi en fonction des types de discours, en fonction des sources qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un discours commercial, est-ce que c'est un discours touristique? L'identification dans ces types de discours à différentes époques. Ensuite, c'est là, sur un même territoire, quels sont les produits au fil du temps, en fonction des différentes sources. Est-ce qu'au Pays Basque, voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de viande salaison, est-ce qu'à une autre époque, c'est d'autres types de produits? Ça, c'est le deuxième questionnement. Et ensuite, c'est autour d'un même produit, je ne sais pas si on prend le jambon, donc au Pays Basque, est-ce que le territoire identifié est toujours le même au fil du temps? Ou est-ce qu'il y a des variations? On l'a vu dans les communications de ce matin, la question s'est posée à plusieurs reprises de l'extension, de l'élargissment de l'aire de collecte. Et même sous un même nom? Ouais, et sous un même nom, pas des choses différentes. Donc voilà, c'est encore plus rigolo pour les cartographes. Ouais, non, mais à la rigueur, nous, a priori, c'est impossible. Julie, elle sait tout faire. Donc si, ça sera possible. Et puis nous, c'est un vrai défi, quoi. Parce que alors là, jamais... Enfin, nous, on fait plein de cartes pour ça. On fait une collection de cartes. Ouais. Donc réussir à faire Epixai, que les cartes soient cohérentes les unes avec les autres. Là, tous les symboles qu'on montre,
pouvez comparer les cartes, c'est la même échelle. Et donc à terme, il faudra que toutes les cartes, autant que faire se peut sur un même chapitre ou une même thématique, un cercle proportionnel, je pourrais comparer à une autre carte que l'avant, le cercle proportionnel, ça sera de la même taille ou pas, avec la même échelle. C'est un vrai outil en fait qu'on veut tenter de mettre en place à la réflexion, qui est au cœur de Terresma, donc c'est le rapport produit-espace. C'est vraiment ce questionnement-là. Alors évidemment, là, on a démarré par l'Aquitaine, parce que c'est quand même l'Aquitaine qui finance ce programme de recherche, donc ça nous semblait être une bonne raison. Ensuite, parce qu'effectivement, on travaille sur des sources quand même plutôt liées à ce territoire, qu'on travaille beaucoup avec l'APRA, donc il y avait cette volonté aussi de s'amuser à utiliser cette liste-là pour essayer et comme il y a beaucoup de produits, ça s'y prêtait. Alors évidemment, pour l'instant, c'est quand même plutôt l'Aquitaine, l'ancienne Aquitaine. Il va falloir nourrir maintenant pour le Poitou-Charentes et le Limousin, bien évidemment. Et puis ensuite, on aimerait, mais ça suppose beaucoup de travail derrière, des heures pour lister les produits, pour ensuite transformer cette liste de produits en une liste utilisable cartographiquement, puisqu'il faut coder, encoder, tout ça, pour que ça puisse être basculé ensuite sur les cartes. Donc, l'idée, c'est de penser l'outil. Ensuite, il sera aisément transposable à d'autres territoires. Ça, c'est pas un problème. Jean-Pierre, une question ? Deux questions. Il y en a une à laquelle vous avez pratiquement déjà répondu. En voyant les cartes, je trouvais que ce serait vraiment très intéressant d'avoir cette remontée dans le temps. Il y a cette superposition pour un produit de sa localisation, ce qui accrédite éventuellement la notion de produit du terroir, de longue durée, etc., qui valide ou qui légitime historiquement le fait que on s'accroche cette fois-ci concrètement à une histoire qui, dans la durée, vient donner le sens à un produit du terroir localisé. Alors, donc ça, je comprends bien que c'est une démarche qui va avancer, etc., et à la fin, ça sera extraordinaire. Pouvoir relire comme ça dans le temps l'espace, c'est vraiment magnifique. Et alors j'avais une autre question, mais qui est plus sur la comparaison avec les autres régions en termes de documents. Parce que quand vous évoquiez les cartes à partir desquelles vous avez travaillé, donc Cadet de Gassicourt, ça on peut le retrouver pour d'autres régions. L'APRA, on ne va pas forcément le retrouver pour d'autres régions. Nos régions du talent, ou nos produits du talent, je ne sais plus. On va le retrouver aussi dans d'autres régions, parce que c'est la grande distribution. Est-ce qu'il est concevable d'avoir finalement deux types d'outils? Un outil qui soit celui appliqué à l'Aquitaine, au sens large, avec tous les instruments documentaires que vous allez mobiliser, et puis un type d'outil qui sera peut-être plus léger, mais qui intègre des sources documentaires qui soient utilisables quelle que soit la région en France. C'est-à-dire que nos régions du talent, on peut le faire en Bretagne ou dans le Nord. Le Cadet de Gassicourt, on peut le faire aussi en Champagne ou en Touraine. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à déterminer un certain nombre d'instruments documentaires qui seraient identifiés historiquement pour pour l'ensemble du territoire métropolitain en réalité, et de manière à pouvoir transposer l'outil sur les autres régions? C'est le but. Est-ce que ça, c'est concevable dans la création de l'outil? Parce qu'une fois l'outil réalisé, on peut imaginer que l'attraction de l'outil engendre que dans d'autres régions on a envie de le faire. Se dire, oui, mais cette source-là, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai cette carte-là qui n'a pas été utilisée en Aquitaine. Comment résoudre ce problème méthodologique? Alors, très clairement, dans le projet tel qu'on le conçoit, là, on s'est dit qu'il fallait mettre en pratique, il fallait essayer de formaliser l'outil, et on s'est dit que c'était plus simple matériellement de travailler pour l'instant sur l'Aquitaine. Cela étant, les listes, on les a faites pour l'ensemble du territoire, en dehors de l'APRA évidemment qui elle est ancrée dans l'Aquitaine. Toutes les autres sources qu'on va mobiliser sont des sources qui peuvent être utilisées à l'échelle nationale. Par exemple, Thomas actuellement, c'est un long travail, je l'ai fait travailler sur Savary des Brulons, le dictionnaire de commerce, donc territoire national. L'objectif est très clairement de faire des cartes à l'échelle nationale, avec des sources donc, qui vont fonctionner. On va utiliser des guides de voyage en France, des almanachs de commerce, pour les périodes plus contemporaines, les guides Joanne, c'est ça. Fin du 13e, oui. Tu as tout le territoire, c'est vraiment l'objectif, c'est national. Là, c'était le galop d'essai, on le fait là,
Et après, voilà, l'étendre. L'idée, c'était de se poser les problèmes et les contraintes techniques. C'est quoi, ça. Finalement. Mais la collecte des données se fait à l'échelle nationale Parce déjà. qu'on peut imaginer des données à l'échelle nationale, mais si après une région a envie si elle a des sources propres, comme celle de l'APRA pour l'Aquitaine, ça n'empêchera évidemment pas d'utiliser notre outil et d'y appliquer des sources propres, si tant est qu'il faudra résoudre des problèmes que l'on a eu à résoudre pour l'Aquitaine, de définition de régions qui ne soient pas des régions officielles, institutionnelles, qui peuvent évoluer dans le temps. Donc là, il y aura... les géographes ont quelque chose de magique pour ça, c'est les flous. On aime beaucoup les flous. Qu'on n'a pas encore intégré. C'est ça qu'on n'a pas encore testé. Mais bon, chaud, voilà, c'est c'est aussi un outil qui va permettre finalement de ne pas s'arracher les cheveux ou de ne pas renoncer à une source, tout simplement parce qu'on n'a pas la correspondance communale INSEE exacte. Donc voilà, mais on peut imaginer à la fois l'outil au niveau national avec des sources qui se pensent au niveau et qui existent au niveau national, mais ensuite un travail par région développé par des chercheurs localement qui adapteront ou affineront ou repréciseront un petit peu les zones retenues en fonction de la réalité de la région. Parce qu'après, il y a un autre enjeu qui est évidemment le territoire européen dans sa globalité. Voilà. Le monde nous Le attend. monde aussi. Mon ambition est encore limitée, donc je m'arrête alors. Déjà, on se dit Aquitaine, Émilie-Romagne, ça pourrait être intéressant. Oui, voilà. Comme ce sont deux régions quand même jumelées, qui entretiennent des liens à la fois scientifiques, institutionnels, ça pourrait être un premier essai comparatif. Pourquoi pas, évidemment au niveau du territoire français bien sûr, et puis si on obtient, le but ça c'est d'en faire un outil qui soit force de proposition pour un projet européen, même s'il n'est pas encore il est en place pour l'Aquitaine et au moins sur certaines sources pour la France. Si on arrive avec ce premier travail déjà avancé pour déposer un projet européen, je pense que c'est quand même un argument qui pourra apporter. Et ensuite, à eux de financer pour qu'on mette ça à l'échelle. Parce que ça donne une lecture d'une des problématiques sur lesquelles on va commencer à réfléchir, à savoir l'existence d'une culture alimentaire européenne commune. C'est-à-dire que si on prend certains types de produits, prenons par exemple le cas des jambons ou des salaisons, prenons le cas des raviolis et des pierogies, on pourrait trouver entre ravioles, pierogies, raviolis, etc., il y a forcément des différences locales que l'on peut identifier par les cartes préparées, mais en même temps des similitudes ou des analogies de type culinaire ou de type de produit qui montreraient éventuellement des circulations, des zones. C'est pour ça qu'à l'échelle européenne, ça peut être évidemment passionnant. Ça révèle autre chose. Dans les cartes à l'échelle régionale, ça met en évidence évidemment un patrimoine local. Si on le compare avec d'autres régions ou d'autres territoires, ça donne une dimension de cuisine nationale, de valorisation économique nationale. Et à l'échelle européenne, ça peut montrer des flux. Des itinéraires. Des itinéraires de produits. En fait, c'est le but. Je parle à sa place, vous avez vu qu'elle est très très bavarde. Le développement en Café Julie, c'est très facilement applicable à d'autres échelles. Il suffit d'aller chercher d'autres fonds, après bien discuter avec les chercheurs spécialisés sur chacune des zones ou au niveau européen pour pouvoir... Le problème des géographes, c'est qu'on quadrille tout, il nous faut des limites, même si on les fait flous, il faut quand même qu'on définisse. Voilà. Donc, mais le développement Café Julie est applicable, c'est le but même, à n'importe quelle échelle, sur Mars, si on a les données sur Mars, il n'y a aucun souci. C'est un outil extraordinaire. Oui. Après, le but, le c'est côté dans le temps, quand vous posiez la question dans le temps, moi je vois déjà deux possibilités. Alors il y a deux chemins, soit je clique sur un endroit et du coup ma fenêtre pourrait montrer à cet endroit-là combien il y a de produits dans le temps. Donc là du coup je clique et en plus je verrai une courbe. Vous voyez ? Ou alors je clique sur ce type de produit et j'ai une autre. Là il faudra une autre carte. C'est ça qui est bien avec un site web, c'est qu'on peut y mettre de la profondeur. Donc je clique sur un type ce type de produit-là à cet endroit-là, et boum, il y a une autre carte qui va me montrer l'élargissement ou pas du périmètre. Voilà, je passe du sud-ouest à Bayonne ou pas. Enfin, donc ça, voilà, c'est d'autres. Mais finalement, la démarche sera la même. C'est juste, on va accumuler des couches, si vous voulez. Julie développera tout ça. Et le but justement de Terresma, ça serait essayer de proposer tout, voilà, pour voir un peu comment en Italie on pourrait se l'accaparer, etc. Parce que
vu d'ici, on peut tout faire. Enfin, je veux dire, puisque on est sur site web, on n'est pas sur papier où il faut que je mette tout sur 2 plans et que l'œil quand même s'y retrouve. Parce que quand tout à l'heure Corinne disait est-ce qu'on peut comment la discussion porte, on pose des questions qui fâchent pour cartographier, on peut tout cartographier. Mais après, il faut que l'œil s'y retrouve. On peut faire des cartes absolument illisibles. Il n'y a aucun souci, mais c'est pas notre but à nous. Il faut que l'œil s'y retrouve. Donc voilà. Donc s'il faudra une autre carte ou mettre une courbe et je clique sur un des histogrammes, enfin une série d'histogrammes et je clique sur à une période donnée et hop, je vois une autre carte. Vous voyez, c'est en accumulant de la profondeur et donc différentes couches qu'on pourra résoudre. Enfin, l'idée c'est ça, c'est que l'utilisateur s'accapare la donnée et l'explore et aille toujours un peu plus loin. Et nous derrière, poum, enfin nous. Julie développe tout. Là, on peut vraiment les remercier d'avoir essayé d'avoir réussi à accomplir ce à quoi nous on est vraiment attachés avec Philippe et dans les 2 équipes de Vivalter et puis Terresmas, c'est-à-dire ce lien avec le monde socio-économique. Et je crois que là, on a un outil développé par des chercheurs et des cartographes, mais qui sera d'une utilité réelle, par exemple pour le montage, pour le dépôt de demande d'IGP, l'ancrage historique là va apparaître, l'évolution de la dénomination, l'évolution du bien au territoire, de la spatialisation. Donc là, ce sont autant d'outils finalement qui pourront être utilisables de manière pratique, directe, pour les producteurs ou les associations de producteurs. Donc là, on a vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose de concret à leur apporter. Donc. Avec d'autres choses en fond de carte. Oui. Il nous faudra des fleuves. Il y a une période, quand même, c'était les voies de communication, ou les routes, les grandes voies à l'époque, et puis faire évoluer ça dans le temps. Il y a beaucoup de choses à mettre dessous, sous ce qu'on montre, pour que l'utilisateur comprenne, tiens, c'est là, c'est pas stupide, c'est près du fleuve ou pas, ou avec des limites d'AOC, avec vraiment, voilà. Tout est possible. Stéphano, tu... Non, très rapidement, j'avais écrit, est-il possible d'insérer les routes de commerce du passé? Oui, bien sûr. Les routes de On voyage. y a déjà réfléchi Je disais, Jean-Pierre, y a-t-il une commune identité alimentaire européenne? Peut-être que les routes, les fleuves du passé ont conditionné, ont modifié. Bien sûr, mais là c'est à nous de leur amener les documents pour les tracer, ces routes sur les cartes. Oui, les routes, les fleuves, ça va aller, mais les routes, voilà. Ou les principaux fleuves et les principales routes, parce qu'on ne va pas tout représenter. Il faut que l'œil s'y reconnaisse quand même. Et aussi, une autre chose, si la cartographie est relative seulement à les produits, ou aussi à la préparation des recettes. Oh, on peut penser autre chose après, recettes, dans un deuxième temps. Car je pense que si nous pensons de réaliser, d'écrire un projet européen, le problème de la transformation des produits typiques soit une chose très très intéressante, évidemment. Dans la liste de l'APRA, Anne, si tu me trompes. Il y a des plats cuisinés, on les a plats, intégrés. On en a déjà quelques-uns. Ouais. Je pense vers la piperade ou des choses comme ça. Plats cuisinés. Ouais. Voilà, bon pour l'instant, mais on peut, bien sûr. Bien sûr, oui. Évidemment. Et puis même, on pourrait imaginer, je clique dessus, et tout ça, j'ai entendu dans la sur l'Italie, les consommateurs, et tac, on peut aller jusqu'aux États-Unis. On peut rajouter, oui, bien sûr. Parce que il faut comprendre les marchés, il faut comprendre l'économie qui est très important, j'imagine. Donc voilà, bien sûr, bien sûr. Oui, donc cet outil super intéressant justement. Je rebondis là-dessus, ça a été évoqué un peu. Vous imaginez quel type d'usage ou d'utilisateur finalement? Ça a été un peu évoqué par rapport à des professionnels, mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà en tête des usages ou des utilisateurs? Ce type de carte, ça serait très bien sur un site web. De toute façon, pour qu'on joue l'interactif. Après, il faudra que nous, on réfléchisse effectivement selon le type d'utilisateur et on pourra le guider sur des choses très simples pour le grand public ou déjà beaucoup plus fournies avec beaucoup plus d'infos où seul un spécialiste pourra s'y retrouver. Parce que moi, je ne peux pas accumuler trop d'infos sur une carte, sinon l'œil s'y perd et du coup, il change de carte. Enfin, il tourne la page ou il change de site web. Et donc, il faut donner envie à l'utilisateur de fouiller, mais selon son niveau de connaissance sur le sujet. Donc peut-être prévoir différents types de cartes et orienter vous savez, il y a des sites web où c'est un utilisateur lambda ou c'est un spécialiste. Bon, on pourrait essayer d'imaginer ça, simplifier, ou après on peut même faire de la modélisation derrière, etc., des schémas, ou d'autres figurations, des histogrammes, des courbes, beaucoup de choses. Mais voilà, donc, et choisir ça et donc guider l'utilisateur sur un site ou sur un autre en fait.
selon son niveau de connaissance et l'intérêt qu'il a pour le sujet. Ça, on n'a pas encore résolu, mais ça sera, on y pense. On va en mettre quelque quelques-unes en ligne sur le site de Terresma, au moins pour que les membres déjà du programme sachent ce qu'on peut faire. Ensuite, on doit se voir avec Anne Pachelski pour réfléchir avec l'APRA sur la manière dont l'APRA aussi pourrait héberger ce type de carte, parce que le problème, on en a déjà discuté la semaine dernière avec Olivier et Julie, c'est la durée dans le temps de ces formats, de ces fichiers. Enfin, nous, on voudrait ne pas les perdre et pouvoir encore les utiliser dans quelques années. Donc là, nous, ça nous dépasse un petit peu avec Philippe, tout ça, dès qu'il y a des noms plus compliqués. Enfin bref, il y a toutes ces choses à la fois avec des techniciens de l'informatique, des cartographes, des chercheurs. Enfin, c'est plusieurs mondes qui doivent cohabiter pour faire en sorte que cet outil soit le plus utile à des publics différenciés, avec une visibilité réelle et avec une durabilité, ou du moins la possibilité dans les fichiers, les bases de données initiales, de pouvoir les réemployer plus tard avec d'autres formats, sur d'autres sites carto, etc. Donc là, il faut un site et puis quelqu'un qui s'en occupe. Voilà. D'où l'importance d'avoir de l'argent pour quelqu'un de dédié à ça. Techniquement, il est possible, vous savez qu'il y a beaucoup, ce qui est très à la mode en ce moment aussi, par rapport aux consommateurs en public, c'est tous les outils de géolocalisation. Donc ça fonctionne très très bien, les routes gourmandes, etc., où on va avec son smartphone se caler directement chez le producteur ou sur les différents lieux. Est-ce qu'il y aurait un moyen technique peut-être d'intégrer les informations, de lier des informations GPS, par exemple? Cette fois-ci c'est Julie, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Maintenant, vous savez qu'on parle de producer. Il n'y a pas que des producteurs de données, il y a des utilisateurs de données qui produisent aussi de la donnée, qui eux-mêmes, vous, moi, on rajoute de la donnée dans la base. Donc voilà, oui, c'est encore une autre piste. C'est vrai que cet outil, ça donne envie d'aller dans tous les sens et de prévoir effectivement ce genre de choses. Alors, après, comment on intègre les données GPS prises par vous et moi, là, il n'y a que Julie. En fait, qu'est-ce que vous entendez par lier des données GPS? C'est-à-dire que sur une appli, par exemple, qui est les adresses gourmandes en Aquitaine, est-ce que on pourrait lier ce type d'informations, qui sont des informations à la fois du producteur, des informations culturelles, à des informations... superposer ces informations dans une appli existante. Je pense que ça serait intéressant. Ça doit sûrement être possible. Après, ce qu'elle répond toujours. Non, je pense que ce que pense Anne, tu me dis si je me trompe, c'est par exemple, si on prend la liste des produits de l'APRA, voir lorsque sur la carte on représente les produits laitiers qui sont dans la liste de l'APRA, pouvoir cliquer sur Pays Basque, produits laitiers, et puis avoir un onglet avec des producteurs associés à ce produit. Pouvoir s'y rendre. Il y a déjà des outils existants avec des adresses de producteurs où on peut se rendre directement. Après, je parle des utilisations concrètes après derrière. Ça serait intéressant que des outils comme ça puissent aussi être en lien avec les nouvelles technologies et liés avec les smartphones. L'outil comme porte d'entrée touristique, gastronomique d'un territoire. Et là, ça suppose des budgets et des financements. À ce moment-là, c'est peut-être plutôt du côté des applis existantes, à mon avis, parce que ce serait à elles peut-être d'intégrer ces données. Enfin, ce serait peut-être un peu plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens. Je pose la question au niveau technique, voir si c'est possible de lier. C'est vrai que vous parlez d'un site internet où on est les différents niveaux. On peut imaginer, bien sûr, ensuite C'est vrai que tu peux y rajouter des liens sur des applications grand public. Faire le contraire, vous faites sponsoriser. Si vous avez les liaisons avec les producteurs actuels, ça devient inutile pour faire publicité, donc vous avez le droit de faire le meilleur. D'autant que moi j'aimerais bien que ce soit eux qui viennent chez nous, parce que vous avez bien vu à la télé, sur smartphone, on voit des cartes de plus en plus. Tout le monde fait de la carto. C'est très bien, sauf qu'ils ne savent pas en faire spécialement. Et ce qu'ils nous montrent, c'est des choses, donc ça serait bien que ça passe par une sorte de modérateur qui traduise ça en carte, qui respecte quand même quelques règles de la sécurité graphique. Un tout petit peu. C'est pas de la censure, c'est de l'éducation. On va essayer voilà. Ce serait bien de prévoir à la rigueur un site où non, hop, il veut faire ça, non, t'as pas le droit parce que ça, et puis hop, il y a une fenêtre qui s'ouvre, va lire Bertin, page 12 à 15, et puis, par contre, je te propose de faire ça. Donc à terme, parce que franchement, il y a les producers produisent des cartes, ils sont utilisateurs et producteurs, mais ils nous produisent des trucs qui sont... finalement, ça sert à rien parce qu'on n'y voit rien, ou c'est faux. De toute façon, une carte, c'est pas la vérité.
Une carte, c'est de la donnée qui a été vue par quelqu'un qui vous la propose. Et donc, ça passe par ma tête. Et moi, j'insiste par les couleurs, par la forme, par le fond de carte. Et je vous entraîne dans c'est une représentation cartographique. Hein, donc, c'est représentation d'abord. Hein, c'est pas la vérité. Donc, je préférerais au moins que ça passe par un pro de la carte qui sait comment réagit l'œil, quelles sont les lois de sémiologie graphique. Ça serait pas plus mal. Mais après, c'est un peu prêché dans le désert, ça, parce que vu tout ce qui se produit sur Internet. Bon, en tout cas, vous avez bien compris qu'on en est encore à la... Même si vraiment, et encore merci, parce que par rapport à la dernière réunion, on s'est vu jeudi dernier, je crois, la semaine dernière. Bravo à tous les deux, parce qu'il y a eu un gros travail de fait, parce que quand on est arrivé la bouche en cœur en disant voilà, alors on a des listes, en gros on voudrait faire ça et ça. C'est pas la même. Donc en tout cas ça vous montre, je crois, le potentiel qu'il y a là. Bon, à nous de savoir qui convaincre et comment convaincre pour montrer le potentiel qu'il y a, ce qu'on peut en faire pour dégager évidemment les budgets qui nous permettront d'aller plus loin. Parce qu'ils ont aussi beaucoup d'autres projets de carto que beaucoup d'autres chercheurs leur soumettent et c'est quand même difficile. Mais en tout cas, je crois que là, on a en tout cas un bel outil qui est en train de se monter. Voilà, à terme, on va continuer de nourrir. Donc là encore, on est preneur de vos suggestions, réflexions, liste de sources aussi, hein, Jean-Pierre, si tu penses à des choses auxquelles on n'a peut-être pas forcément pensé. Et pourquoi pas, au moins dans le cadre de Terresma, déjà Aquitaine, Émilie-Romagne, Grande Aquitaine et Émilie-Romagne, pourquoi pas Lombardie, hein, mais essayer peut-être de faire cette comparaison Aquitaine, Touraine, Émilie-Romagne, si tu as des sources spécifiques à région centre, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, merci à Olivier et Julie d'avoir vraiment accéléré le travail pour être prêt. Donc, on va aller déjeuner. Je pense qu'on peut y aller à pied, c'est bon ? Oui, on peut y aller à pied.